maintenant, on pense à l'humanité beaucoup plus, on parle des sentiments, des expressions humaines, et on pense à soi-même un petit peu. Comme je disais, dans la peinture, la mort et la souffrance sont démontrées et dépictées par le radeau de la méduse aussi. Les couleurs sont très vives, le clair-obscur est utilisé, le jeu d'ombre. Donc ça, c'était un peu pour le 19e siècle, donc romantisme, notion de liberté après la Révolution de 1789, et puis changement de tendance intellectuelle et artistique. La première partie du XXe siècle, il y a une grande ou une grave crise intellectuelle, donc entre les deux guerres du XXe siècle. La guerre a remis en question, la Première Guerre mondiale a remis en question les valeurs traditionnelles. Le peuple cherchait une direction morale dans un monde très instable, parce que, comme nous allons le voir plus tard, la 4e République était vraiment une politique très instable, où il y avait plusieurs problèmes que nous allons voir par la suite. Et donc le peuple cherchait une direction morale après 4 années ou 5 années de guerre, avec le gouvernement de Vichy qui a capitulé envers les Allemands, contre les Allemands, et donc avec De Gaulle qui est revenu mais qui n'avait pas de troupes à faire sa loi. Arrête-toi. Il va le regarder après. Et donc le XXe siècle, donc nous avons un mouvement d'humanisme et l'humanisme et le rationalisme n'avaient plus de sens pour les gens au XXe siècle. Donc l'existentialisme vient pointer le bout du nez ou vient en essor, avec notamment Jean-Paul Sartre, qui fait découvrir l'existentialisme aux gens, qui change la pensée moderne. Donc il y a un mouvement de pensée tout à fait moderne qui arrive. Et plus ou moins la philosophie, c'est que les gens sont maîtres d'eux-mêmes. Ils peuvent choisir leur essence, comme dit le texte de Jean-Paul Sartre, à propos de Jean-Paul Sartre, à savoir qu'on est avec un corps humain, mais on choisit nous-mêmes notre destinée par la suite, et on peut agir soit en bonne foi ou en mauvaise foi. La bonne foi veut dire qu'on ne prend pas en compte les éléments extérieurs ou ce que pensent les autres, on pense pour soi-même avant tout, on cherche à définir et à travailler pour l'humanité soi-même avant tout, avant de penser aux autres. La mauvaise foi, c'est quand on inclut tout ce qui est éléments extérieurs pour prendre ses décisions. Donc en fait, il faut être libre, il ne faut pas être influencé par les autres, donc la bonne foi. Je pense qu'il y a une continuité entre les deux siècles, donc entre le 19e siècle, ou la deuxième partie du 19e siècle et la première partie du 20e. Une bonne continuité, comme le romantisme et l'existentialisme reposent tous deux sur la réalité, la liberté de l'homme et la pensée à soi-même. Il faut penser à soi-même. Et donc voilà, donc entre les trois théories, les trois choix, je pense qu'il y a plus de continuité que de rupture, de contraste. Et c'est ce qui m'amène un petit peu à penser ce genre de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai une question. Pouvez-vous donner une explication dans l'existentialisme? C'est quoi l'existentialisme? Pouvez-vous comparer l'existentialisme avec l'humanisme? Avec l'humanisme. Oui, voilà, tu me poses une colle. L'humanisme, ouais. Alors, l'humanisme pense surtout à la personne. À mon avis, c'est du moins ce que j'ai pu comprendre. L'humanisme pense à la personne et à l'être humain. Donc, c'est un peu le mouvement des Lumières qui est arrivé. Donc, au lieu de penser bêtement et de croire bêtement à tout ce que le roi nous dit et ce que les gens nous disent autour, c'est qu'il faut commencer à mettre l'homme, l'être humain en avant. Il faut commencer à penser par soi-même. On est intelligent, on peut réfléchir soi-même. Donc, pour moi, l'humanisme, c'est plus où on met l'être humain ou la forme humaine en avant. Donc, et ça, c'est différent de l'existentialisme, parce que l'existentialisme repose surtout sur, comme le nom dit, l'existence. Alors, pourquoi est-ce qu'on existe sur la Terre? On est avec un corps, oui, mais par exemple, Jean-Paul Sartre, le mouvement existentialiste, j'ai horreur de ce nom, dit qu'on est avec un corps, mais que tout ce qui est âme et tout ce qui est l'existence même, oh, arrête, il va le regarder après ça. Il fait des grimaces. Il me distrait. Ouais, donc les existentialistes se posent la question,
comment est-ce qu'on peut manipuler nous-mêmes notre existence sur Terre. On est tous égaux avec un corps, oui, mais c'est une coquille vide, et on est sans rien. Donc au fur et à mesure, on se donne son essence, on se donne la raison d'être sur Terre, si tu veux, et ça, comme on disait tout à l'heure, il faut le faire en bonne foi, donc sans prendre en compte ce que pensent les autres d'autres influences. Il faut le faire en neutralité, étant neutre. C'est du moins ce que j'ai compris, mais je ne suis pas très philosophe, donc... donc ça voit ça. T'as des questions, Dan? C'est très intéressant. Ouais, je pense que bon, je suis pas du tout un très bon dans ce truc-là. Je suis pas du tout un expert. Bon. Est-ce que tu penses que les gens qui existaient avant étaient en accord avec l'existentialisme et un humanisme? Quand on parle de combien de temps avant? Parce que ça, c'est le XXe siècle, et c'est après la Première Guerre mondiale, plus ou moins, quand les gens avaient marre de tout ce qui se passait, les guerres, tout ça, c'était horrible. Donc, avant, non, avant, on avait l'humanisme, on avait le... Quand Jean-Paul Sartre a établi l'existentialisme est un humanisme. Donc la question c'est quoi? C'est quand Jean-Paul Sartre est arrivé, il a eu ses idées, est-ce que les gens l'ont suivi? Est-ce que les gens sont en accord avec? Je sais pas combien, honnêtement je sais pas combien il y en a eu, mais je sais que ça a été une grande révolution intellectuelle, parce qu'à l'époque c'était, comme on dit avec Pétain, entre les deux guerres, après la Première Guerre mondiale, pas avec Pétain, après la Première Guerre mondiale, qu'on a perdu, que la France a perdu, ils ont perdu beaucoup de gens. Les gens se sont dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, on peut pas continuer comme ça, il faut refaire tout, on va tout remettre en cause. Et Jean-Paul Sartre est arrivé au bon moment, bon endroit, bon moment, quoi, avec de nouvelles idées. Et oui, je pense que beaucoup de gens l'ont suivi, parce que c'est en même temps, à cette époque-là, il y a eu l'essor du Parti Socialiste, donc la gauche. Et le Parti Socialiste, comment c'est la gauche? C'est on pense à soi-même avant tout, tout le monde est égal, on pense aux gens, on pense aux gens. Donc je pense que la politique avec la philosophie ont en effet commencé à entraîner pas mal de monde avec eux et de changer les choses petit à petit. Je pense que j'ai assez parlé, donc on peut passer à la question numéro 2. Ok, merci. D'accord. L'entreprise coloniale française était principalement pour enrichir la France, parce qu'on mettait les colons un peu partout et on exploitait les ressources naturelles comme l'or, le pétrole, même l'agriculture. Et la théorie, c'était que le colon était en charge de tout et les indigènes, c'était pratiquement des esclaves. Et la France occupait près la moitié de l'Afrique, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, à part le Congo, ce qui était belge, Congo belge. Puis l'Afrique du Nord, bien sûr. L'Afrique du Nord, toute l'Afrique de l'Ouest. Ouais, l'Algérie, Tunisie, Maroc. Au nord, il y avait principalement des peuples arabes et berbères. Et dans le centre, après vers le Niger, il y avait les peuples négroïdes. Et ils occupaient aussi l'Indochine, qui était en dessous de la Chine, avec des peuples mongoloïdes. Et même les îles du Pacifique. Et je pense que concernant la colonisation, c'était un peu le mouvement au 18e, 19e siècle. Il y avait l'Angleterre qui a commencé d'abord, avec d'abord le Portugal et l'Espagne. Et puis bon, la France était un peu à la traîne, non? Ça peut arriver par la suite. Quoi. Ils ont commencé à... Il fallait qu'ils rattrapent les autres. Et comme ils faisaient la guerre aux Anglais tout le temps, ils avaient besoin de financer cela. Par rapport, comme tu as dit, l'or, tout ça. Mais bon, les Espagnols et les Portugais avaient déjà pris tout ce qui était Amérique du Sud, les Aztèques et les Mayas et les Incas. Ouais, avec beaucoup d'or. Ils ont dit, ouais, et donc Côte d'Ivoire, tout ça, c'était aussi pour obtenir des ressources pour ramener au pays.
les épices et l'ivoire, tout ça, pour pouvoir gagner de l'argent. C'est pour ça que la France est un pays assez riche, mais ses ex-colonies ne sont pas. Exactement, ils ont Tout le système était pour extraire des ressources, mais pas pour développer l'infrastructure des pays colonisés. Mais une chose que je trouve qui est pas mal, c'est que les Français, quand même, ils ont mis en place beaucoup plus d'infrastructures, ils ont aidé beaucoup plus leurs colonies que les Anglais, par exemple. Les Anglais aux Indes, ils sont arrivés, ils ont tout pris. Ils ont tout cassé, ils ont tout pris, c'était les maîtres absolus, et puis ils reviennent. Alors que les Français. En Inde, ils ont tout détruit. Ah ouais. Ils ont détruit la civilisation. Et même en Martinique, tout ça, ils sont arrivés, ils sont imposés, alors que le Français essaie d'aider, essaie de travailler avec les indigènes ou les colonisés, alors que les Anglais, non, c'était les patrons et tous ces esclaves. Regarde, en France, les Français, ils ont mis en place les routes, les écoles. Dans toutes les colonies, ils ont resté l'école française, Haïti. Les Anglais, non, les donc ils étaient un peu plus gentils que les autres, on va dire, et moins sévères, mais quand même. Et alors, que penses-tu on va parler d'Algérie, parce que je pense que tu as des origines un peu algériennes. Que penses-tu de tout ce qu'on a vu en classe avec les colonisateurs en Algérie? Je pense que c'était un système assez injuste parce qu'il y avait une hiérarchie et les indigènes ils étaient traités comme des esclaves. C'était un système très injuste et il y avait qu'une poignée de gens qui profitaient. Et le reste vivait pas de conditions assez. Ce qui est intéressant, c'est que même au sein de la société de colonisateurs, il y avait de différentes classes sociales, n'est-ce pas? Ouais. Il y avait aussi, il y avait des Français, mais aussi il y avait beaucoup d'Espagnols et d'Italiens qui venaient parce que c'est proche des côtes. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que même les colonisateurs de deuxième ordre, de classe moins aisée, ils avaient quand même énormément de privilèges par rapport aux Algériens. Même le plombier, le boucher du coin était quand même très supérieur aux Algériens. Ils avaient des servants, ils avaient de tout en fait. 1 sur 2 habitants avant, que c'est la plus grande ville de l'Ouest de l'Algérie, était espagnole. Ah oui. Ah d'accord. Ouais. En français, c'était plutôt Bab el Oued, tout ça, quoi, Alger. C'était plutôt le centre, et après de l'Est, c'était italien. Constantine, c'était italien. Ah ouais, ok. Donc plus vers la Tunisie alors. Ouais. Ou le Maroc. Vers la Tunisie, parce que Maroc. la Tunisie, c'est près d'Italie. Ouais, ça a du sens. Ouais, c'est intéressant ça. Donc, que penses-tu des cagaillous alors? C'est quoi le cagaillou qu'on a vu en classe? Cagaillou, c'est comme une exagération de ce qui se passait à l'époque. C'est un peu triste de voir qu'une culture européenne prend le dessus de cette culture aussi magnifique. Berbère, arabe. Ouais, j'ai rien. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Je pense que le cagaillou, moi, ce qui m'a fait marrer avec le cagaillou, c'est que c'est, comme tu dis, c'est un portrait ou un stéréotype du petit Algérien, justement, pour parler, c'est celui de papa algérien, petit colonisateur, donc petit pied noir. C'est un pied noir qui se la jouait, quoi. Et il se la pétait avec ses vêtements, ses machins. Il avait la tchatch, par contre, on a bien vu la grammaire, le parler, il n'est pas éduqué. Il n'est pas éduqué, il n'est pas très malin. C'est un gars de la rue, quoi. Hein. C'est un peu un loupard, une racaille, mais qui parlait bien. Parce que quand les Arabes ils ont colonisé l'Algérie, ils se sont intégrés avec les Berbères. Et les Français, ils ont carrément pris le dessus, ils ne s'intégraient pas, ils étaient différents, ils ne se mélangeaient pas du tout. Ah, ouais. Intéressant. Là, il y avait quelques cas, oui, mais la majorité. Ouais. Et donc, les colonies se sont finies quand, alors on va dire, c'est... En Algérie, 1962, en juillet. Le 2 juillet. Ouais. Alors, je sais pas pour l'Afrique, par contre. Haïti, c'était quoi? C'était 1805 1804, c'était avant l'indépendance de Et puis, certaines colonies d'Afrique, c'était au fur et à mesure, mais je pense que c'était le 20e siècle aussi, il me semble. Même, je sais pas, la Côte d'Ivoire, tout ça, c'est indépendant maintenant, c'est encore attaché d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, il y a une très grande différence avec l'Algérie. L'Algérie, c'était carrément un département outre-mer. C'était un département qui faisait partie intégrante de la France. C'était la seule. Ouais, c'était la seule. C'est pour ça que justement. Et c'est pour ça qu'il y a eu le problème
avec après la guerre, quand il y a eu l'indépendance, mais les Français disaient c'est un département à part entière, donc ça ne doit pas être considéré comme une colonie, c'est un département. Et c'est pour ça qu'il y a eu un problème avec De Gaulle, ils ont essayé de le tuer et tout ça, parce que avec le FLN, tout ça. Ouais, donc c'était un peu un truc à part. Très intéressant, en tout cas. Très intéressant. Vas-y, Daphna, on t'écoute. Ok, je vais présenter le numéro 3. Caractériser la 4e et la 5e République française. Pourquoi et comment est-ce qu'elle représente les idées de leur temps? Pour commencer, je dis que la 4e République était un régime parlementaire où le Parlement a plus de pouvoir que le président. Si une majorité de la Chambre n'est pas en accord avec la politique du gouvernement, ça veut dire le président sera démissionné. Et le président n'a aucun pouvoir. Par exemple, dans la page 163, dans la 4e République 1946-1958, on a dit que Charles de Gaulle avait proposé une nouvelle constitution après la 3e République pour établir le pouvoir dans le gouvernement. On a le Parlement, la majorité des partis politiques n'est pas en accord avec Charles de Gaulle. C'est pour cela que Charles de Gaulle a été démissionné sur le pouvoir. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on avait un vide dans le Parlement où le pays n'était pas vraiment stable. Et c'est pour cela qu'on avait on a fait appel à Charles de Gaulle en 1946. Non, je pense qu'après 1954. Ah, tu parles quand il est revenu la deuxième fois? Parce qu'au début. Oui. Ouais, ok, ouais. Bah, en fait, oui, ils l'ont rappelé parce qu'il n'arrivait pas à faire marcher la politique, quoi. Parce que lui, il avait proposé au départ en 1946, il avait proposé une structure où il y avait un président qui était au-dessus du Parlement. Ils ont refusé, donc il a pris sa retraite. Il est parti à la retraite et ils l'ont rappelé pour venir les aider parce que ça ne marchait pas en fait. Ouais. Et c'est alors que Charles de Gaulle, après ça, pour rentrer dans le pouvoir, ils ont donc proposé une nouvelle république. C'est là que la 4e République a cédé le pouvoir à la 5e République. Pour la 5e République, c'est le Parlement, c'est un régime présidentiel où le président a plus de pouvoir que le Parlement et le président peut élire un premier ministre et ainsi un son. Exactement. Ouais, c'est parfait. Alors, est-ce que tu connais les devoirs où le chef de l'État, donc le président dans la 5e République, il y a une chose qui est très importante entre la 4e et la 5e République, c'est la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. C'est-à-dire que, parce qu'avant, lors de la 4e République, c'était un peu le foutoir, le pouvoir exécutif et législatif étaient mélangés. C'est pour ça que les lois n'arrivaient pas à être promulguées, ils n'étaient pas écrits. Alors que la 5e République, on partage, donc ce n'est pas les mêmes personnes qui décident de tout ce qui est loi et tout ce qui est la mise la mise en place des lois, de l'exécutif, en fait, de ce qui décide. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 chambres. Voilà, c'est chargé, il y a 2 chambres qui séparent le pouvoir exécutif. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'une n'influence pas l'autre. En fait, il y a 3 chambres: exécutif, législatif et judiciaire. Donc les juges. Et c'est pour ça que ça réussit. Ouais, donc c'est la séparation des pouvoirs. Ça, c'est très important.
À ton avis, pourquoi est-ce que les gens, après la Seconde Guerre mondiale, en 45-46, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu que le président ait le pouvoir, on va dire, et plus de pouvoir que le Parlement? Je pense que si le président a plus de pouvoir, le pays va bien marcher. Parce que avant, on vit que presque le Parlement a le pouvoir, mais ils ont proposé beaucoup de guerres. Et il n'y a pas de politique stable et beaucoup de gens ont souffert. Je pense que c'est pour cela que le président Oui, il ne faut pas oublier que la France sortait de la Seconde Guerre mondiale, où le gouvernement de Vichy, qui est un gouvernement provisoire, après avoir capitulé aux Allemands, Pétain, donc il a tout changé, quoi. La République c'était fini, donc il a fallu se débarrasser de tout ça, les gens en avaient marre, ils voulaient carrément reprendre à zéro, et surtout la raison pour laquelle ils ne voulaient pas que le président soit supérieur, soit plus fort que le Parlement, c'est parce qu'ils ne voulaient pas d'une entité qui puisse diriger tout le monde. L'Allemagne venait de diriger la France pendant 4 ou 5 ans avec le gouvernement de Vichy qui était un gouvernement un peu, on va dire, de rigolo. Pourquoi l'Allemagne a colonisé la France? Ah, parce qu'ils voulaient pour tout le monde. Donc c'était pour aller vers l'ouest, c'était pour les richesses, et puis il y avait... de toute façon, pourquoi est-ce qu'Hitler a voulu prendre... Il voulait toute l'Europe. Hitler voulait tout, Il voulait tout le monde. Oui, il voulait tout le monde en fait. Il voulait la Pologne, la Russie. Il allait envahir toute la planète. Donc en fait, comme l'Allemagne touche la France, il a commencé avec les pays proches, la Belgique, la Pologne, la France. Puis il voulait reprendre l'Alsace et la Lorraine, qui étaient... Non, lui, il voulait tout prendre. Ouais, non, mais c'est beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que, et une chose qui est importante aussi pour la 4ème République, c'est qu'il y a les 30 glorieuses. Les 30 années glorieuses où justement il y a eu un gros essor économique, industriel et financier en France. Après la guerre, tout a explosé, quoi. Donc la 4ème République a eu des bons moments, mais ils ne savaient pas les gérer. Parce que personne n'était d'accord. Ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Tu vois quelque chose, Je voulais dire, Hitler n'a pas réussi à envoyer la planète, mais les Américains l'ont fait plus tard. Indirectement. Ouais. Avec des bases militaires. Un peu partout. Ouais. Parfait. Je pense qu'on est bon là-dessus. Et puis il y a les dernières questions. 24. Et combien? 24. 24, non mais on a ça aussi après, on parle de ça. Quelle stratégie? Ok. Alors, quelle stratégie avez-vous utilisée pour choisir le sujet de vos articles? Vous avez suivi un thème? Tu as déjà décidé ton groupe ce que vous allez faire? Je ne sais pas encore. Ah bon? Donc tu ne sais pas si vous allez faire un thème commun pour tout le monde ou tous individuels? Par pays? Non? Ok. Nous on s'est décidé, nous, à faire l'immigration. Moi je représente la Belgique. On a la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Canada. Le Québec. On a choisi le thème de l'immigration. Donc on va représenter l'immigration, ce qui se passe avec l'immigration ensemble, donc individuellement mais sur le même thème. Et donc oui, pourquoi? Parce qu'on pense que il serait intéressant de voir comment certains pays de l'Europe, parce qu'il y a la Belgique, la Suisse et le Luxembourg sont des pays européens, mais la Suisse ne fait pas partie de la communauté européenne, de la CE. Donc il serait intéressant de voir un petit peu si le Luxembourg et la Belgique se sont d'accord sur les quotas et sur les raisonnements par rapport au Luxembourg. Et puis le Québec, on veut savoir un petit peu ce ne sera pas les mêmes immigrés, mais de voir un petit peu comment ça se passe. Le Québec, en fait, c'est beaucoup comme la France. Ils ont un peu la même immigration. Ouais, mais apparemment c'est beaucoup d'Américains qui vont aussi. Ce sont des gens qui viennent d'ici. Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Donc c'est bizarre parce que... moi aussi, je m'en avoir parce que je ne connais pas du tout quoi l'immigration. Dans le territoire français, ça serait un peu bizarre que les Américains ici plantent. Ah, mais on verra bien. Alors, je ne connais pas du tout. Et en ce qui concerne, est-ce que vous pensez que vous avez maintenant une bonne idée générale sur le pays que vous étudiez? Oui, je pense, parce que
Moi, j'ai regardé plusieurs thèmes, l'immigration, tout ce qui est le football. J'ai fait sport, immigration, agriculture, et je m'en rappelle plus du quatrième. C'était la bière. C'était le Charles, le Premier ministre Charles, comment avec l'aide de commerce extérieur, comment il voyait ça, le Premier ministre. Donc ouais, je pense que j'ai une bonne idée. Yeah, moi aussi, parce que j'ai appris que dans la Réunion, que le président Emmanuel Macron a beaucoup de pouvoir pour diriger le monde là-bas. Je pense que c'est